L'ordre du jour ce matin, donc on va rapidement illustrer un parcours patient administratif. On a voulu replacer l'ensemble de nos interventions sur le parcours que va faire un patient au sein de l'hôpital, donc côté administratif bien sûr. Et on va faire différents focus projets, donc que ce soit au niveau de la fusion des référentiels achats que nous fera Jean-Christophe, ici présent, ce qui est en cours sur le GHT psychiatrie à Armentières. On va ensuite parler de la partie borne d'accueil de projets au Mans et à Caen qui sera présenté par Richard. Un petit focus sur l'optimisation de parcours patient à l'hôpital Necker avec Cédric Fassencieux qui est directeur du programme à la PHP. On passera ensuite la main à nos collègues de copilote avec deux focus sur la traçabilité des dispositifs médicaux et la sérialisation. Donc c'est Laurent Sala qui, je pense, est dans la queue en bas qui va nous rejoindre. Un petit passage par le PMSI avec une optimisation proposée sur la partie fiche comp, illustration Bergerac que fera Cécile. Et on finira par le pilotage de la chaîne AFR au CHU de Nancy. Cette première partie va nous occuper, je pense, à peu près une quarantaine de minutes, 45 minutes. Et on passera ensuite la parole aux deux intervenants du GHU Paris Psy et Neurosciences qui vont nous faire un retour là, du réel de la fusion qui a été faite donc, au 1er janvier dernier. Pour expliquer un peu le projet, comment ça s'est déroulé, et un bilan à 9-10 mois après cette fusion. Donc, rapidement pour rappeler le contexte et les axes stratégiques qui nous animent au niveau administratif. Alors, bien sûr, on a un nombre important de programmes nationaux. On a appelé ça programmes nationaux. Bien souvent, c'est du réglementaire. Alors, sur la partie gamme, on est expérimentateur sur les différents sujets, notamment avec le CHU de Nancy et M. Hans que je vois dans la salle. Il y a eu CDRI, il y a ROC en ce moment, Diapason aussi avec Saint-Nazaire et Le Mans. Donc ça reste un gros moteur pour nous. Programme phare, bien sûr, au niveau des achats, et Jean-Christophe, je pense, fera quelques illustrations sur ce sujet. Donc programme phare, il y aura un focus tout à l'heure aussi sur le programme Performance GELF, qui est un programme important des 2 années à venir. Sur la partie FIDES Séjour, alors ça reste encore en cours. On va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. FIDES Séjour, est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? En tout cas, nous, on est dedans, on y travaille, on est dans les expérimentations. Solfège, bien sûr, qui arrivera. La sérialisation et l'identifiant unique des dispositifs médicaux, donc ça, c'est Laurent qui en parlera tout à l'heure. Et bien sûr, tout ce qui est certification des comptes, contrôle externe. Deuxième axe majeur, forcément, c'est l'évolution de vos pratiques au sein des GHT. Donc ça, on le voit au quotidien. On l'a vu depuis quelques années. Je pense au CHU de Grenoble qui est là devant sur la partie DIM de territoire. Bien sûr, on voit que les métiers évoluent, on voit que les pratiques évoluent, mais que tout n'est pas encore complètement carré. Donc de l'évolution qui va aussi nous animer sur les 2 prochaines années. La même chose sur la partie PU du territoire, mutualisation des achats. Ou optimisation logistique. Et la dernière partie, bien sûr, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'accélération de la digitalisation, l'ouverture des services côté on va dire, usager, donc aux patients sur la partie gamme, mais surtout côté professionnel de santé. Donc on parlait des achats, on parle de l'ARH sur un atelier à côté, on va dire tout ce qui fait évoluer notre offre aujourd'hui, tout ce qui nous permet de proposer de nouvelles solutions, et bien sûr, une certaine amélioration de la qualité de la donnée. Voilà, donc pour essayer un peu d'illustrer tout ce qu'on va vous montrer ce matin, on vous a préparé un parcours de patient. Alors je vais essayer de vous raconter l'histoire de ce patient qui s'appelle René. J'espère qu'il n'y a pas de René dans la salle ce matin. Voilà, on est parti donc sur l'histoire d'un patient qui a une douleur à la hanche. Son médecin traitant forcément lui propose un rendez-vous de spécialiste dans un hôpital de proximité, qui est un établissement partie du GHT. Lors de cette consultation, on lui propose une opération, donc prothèse de hanche, sur l'établissement support du GHT. L'identification du patient a été faite via la plateforme de IDEO Identity, qui permet d'avoir un référencement unique du patient sur le GHT. Prise de rendez-vous avec Maincare ici. Ce patient va être orienté vers le site support. On va à ce moment-là prévoir son opération, son hospitalisation. Là rentrent en jeu les applicatifs de gestion, IDEO GELF, la nouvelle génération de la GEF, copilote, pour préparer tout ce qui va être nécessaire pour cette opération, que ce soit du matériel, et l'ensemble des ressources. Covalia va nous permettre de lui proposer une téléconsultation d'anesthésie 10 jours avant son hospitalisation. Donc c'est là où la télémédecine a tout son sens. Et une fois que tout ça aura été réalisé, on va pouvoir
préparer l'arrivée de René à l'hôpital. Et c'est là qu'on va parler d'optimisation du parcours patient, de e-admission et forcément d'admission sur la borne. Donc on va pouvoir échanger avec le patient tout au long des semaines précédentes son hospitalisation, le notifier pour lui demander d'aller compléter son admission en ligne, faire l'ensemble des vérifications nécessaires, et ça rejoint le programme Symphonie, donc tout ce qu'on va pouvoir faire sur du CDRI, sur du ROC, pour s'assurer que son hospitalisation au niveau gamme du terme est bien complète. Et la veille de l'hospitalisation, on va pouvoir envoyer un QR code, un SMS ou un mail avec un QR code au patient, qui va pouvoir, le jour de son arrivée, directement s'authentifier, en tout cas s'annoncer sur la borne, pour rejoindre directement son unité d'hospitalisation. Ensuite, l'hospitalisation va se dérouler, bien sûr, opération. On ne fait pas le focus sur la partie clinique, mais en marge de cette opération, les solutions copilotes et Idéogel vont permettre de fournir le matériel nécessaire au bon endroit, au bon moment, suite à la réception. On va pouvoir, côté PMSI, coder cette information, donc les liens et les optimisations dont parlera Cécile tout à l'heure sur les DMI et la saisie de l'accès CM. Ce qui va nous permettre d'imaginer à un moment donné la sortie de ce patient et bien sûr laisser la main à la gamme pour la partie facturation. Et c'est là où on retrouvera à nouveau l'ensemble des programmes Symphonie, CDRI, ROC, bien sûr diapason typique que j'ai cité tout à l'heure. Et j'ai oublié au milieu de tout ça la partie MGDoc qui va nous permettre à un moment donné de stocker l'ensemble des pièces durant l'hospitalisation. Dernière partie qui sera illustrée, c'est notre nouvelle solution M-Data Analytics, donc solution de BI de manière transversale qui va vous permettre de faire du pilotage au niveau des données de la gamme, de la GEF, les achats et bien sûr le PMSI. Voilà, donc on va essayer sur tous les focus projets de se resituer à chaque fois sur ce parcours. Je passe la main donc à Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour, donc je vais vous présenter un premier projet dans l'histoire de René. Pour que René soit correctement pris en charge dans son activité de soins, il faut que toute la chaîne logistique soit mise en œuvre et au sein d'un GHT. Et donc le premier retour de projet qu'on vous présente, c'est sur l'expérience que nous avons menée avec le GHT psychiatrique de 5962. Il y a Stéphanie qui est dans la salle, qui est là, donc vous aurez loisir à lui poser toutes les questions derrière. L'expérience que nous avons menée avec ce psy, c'était quoi? C'était premièrement les aider à trouver un langage commun au sein du GHT pour qu'ils puissent travailler ensemble sur la fonction achat et la fonction appro derrière. Et donc les enjeux qui nous ont été demandés dans ce cadre de ce projet, c'était de se conformer au cadre réglementaire de la DGOS, construire un référentiel fédéré. Je dis bien fédéré, que chaque établissement garde son référentiel, mais comment, avec le référentiel de chacun, apporter une vue consolidée. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était de se mettre en capacité d'avoir des indicateurs de performance, donc mesurer la performance, c'est réellement un objectif recherché, à la fois pour un établissement, mais aussi avoir les mêmes indicateurs pour le GHT, et un indicateur consolidé au sein du GHT. Voilà, donc on avait toutes ces dimensions à construire dans ce projet-là. Et puis, on sait que travailler à plusieurs, c'est dur et ça prend beaucoup de temps. Donc, comment on pouvait les aider à gagner du temps, à construire ce référentiel fédéré et à avoir ces indicateurs fédérés. Donc, on a travaillé avec la solution Data Analytics qu'on retrouve dans le cadre du programme Performance GELF. Donc, on est dans la première étape du plan de co-développement pour faire ça. Et l'objectif recherché, forcément, c'était aller chercher un maximum de gains de temps pour que les utilisateurs, les acheteurs puissent aller derrière, passer leur temps auprès des utilisateurs, des consommateurs, pour définir le juste besoin. C'est réellement l'objectif qu'on a recherché dans ce projet-là. Donc nous avons travaillé avec 4 établissements, hein, le PSM de Lille Métropole, le PSM des Flandres, l'agglomération lilloise et le Val de Lys Artois. C'était les 4 établissements. Nous sommes partis d'abord d'une matrice de maturité que nous avons construite, parce que là on va parler de data management. Et data management au sein d'un territoire, c'est très important si on a envie d'avoir un langage commun. Donc il fallait savoir porter un diagnostic où on en était au niveau du data management. Donc on a construit une échelle de maturité pour voir où l'établissement se situait. Et on a construit avec eux un projet. Et on s'est fixé un objectif. L'objectif, c'était réellement d'arriver à ce niveau de maturité, niveau 2, qui nous permettait à la fois d'avoir un référentiel fédéré, d'avoir ces indicateurs-là, et d'avoir, et c'est très important, engagé
une démarche de data management sur le territoire. Voilà, ça c'est ça ce que nous avons mis dans ce projet MDA-achat sur le territoire. Passer d'un référentiel unitaire à un référentiel fédéré. Voilà l'objectif. Cette expérience, elle s'est menée sur quelques semaines. On a démarré ça, Stéphanie, je crois, autour du 15 septembre. Et les résultats à ce jour, Richard, s'il te plaît, les résultats à ce jour sont assez probants parce qu'en quelques semaines et quelques heures de travail, avec le Data Analytics que nous avons fait, le Data Analytics, il avait deux fonctions. La première fonction, très importante, c'était d'avoir une vue consolidée, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'était construire tout un tas d'indicateurs, tout un tas de reporting pour aider les acteurs à travailler. Le deuxième objectif de ce Data Analytics, et c'est là que porte l'innovation dans le cadre du programme Performance Gelf, elle porte sur ce moteur d'appairage. Et nous avons mis en place un moteur d'appairage qui nous permet, sur les 4 établissements du GHT, de venir appairer les fournisseurs, pour en faire un référentiel fédéré, de venir appairer les articles. Et une fois qu'on avait ces deux notions d'appairer, et bien derrière, on a pu venir appairer les nomenclatures achats demandées par la DGOS. Et l'idée, c'était quoi? C'était le faire une fois et en faire bénéficier l'ensemble des établissements. Donc avec ce moteur d'appairage, nous avons pu réaliser ce travail-là. Et les résultats aujourd'hui obtenus, on a fait déjà une bonne réflexion. C'est-à-dire qu'on a lancé un data management sur le territoire. Parce qu'on a pu prendre les données de tout le monde, puis on a pu aussi mesurer la qualité des données de tout le monde. Avoir cette image-là, avoir ce diagnostic-là. Ça nous permet derrière d'enclencher un plan d'action. Le deuxième résultat intéressant obtenu, c'est qu'avec 50% des fournisseurs appairés, regardez bien ce chiffre parce qu'il est super important, 50% des fournisseurs appairés, on a pu derrière, entre guillemets, identifier 97% de la dépense des 4 établissements. On a adressé. C'est-à-dire que vous voyez, avec 50 autres pourcents, on fait 3% de dépenses. Et autre résultat très probant, c'est que 85% de volume d'achat, on a pu venir sans contrainte forte et sans grand temps passé, on a pu venir derrière identifier un niveau de la nomenclature achat et 55% au niveau le plus fin de la nomenclature achat. Pourquoi? Parce qu'avec la nomenclature achat, on a pu aussi vérifier qu'il y avait des niveaux qui étaient impossibles à adresser. Donc on a pu faire tout ce travail-là en instaurant une dynamique de progrès, parce que l'objectif recherché, c'est ça, c'était pas de faire la photo. L'objectif, c'est de mettre en place une dynamique, une démarche qui va venir s'installer sur le territoire pour mettre en place la mesure de la performance de manière régulière. Voilà le premier retour d'expérience qu'on voulait vous présenter. Alors maintenant que la prothèse de hanche de René est en bonne voie, quoi, elle va être livrée au niveau du bloc opératoire, on va pouvoir s'occuper de sa préadmission et de son accueil. Donc plusieurs retours d'expérience autour de la gestion de la préadmission, donc avec le programme Symfony. Je ne vais pas rentrer trop de détails, mais par contre on va parler là de l'orientation du patient avec les bornes d'accueil d'orientation. Donc ces deux projets concrets qu'on a commencé à initier il y a maintenant presque 1 an. Donc on a travaillé avec 2 établissements et avec 2 organisations identifiées différentes, donc avec le centre hospitalier du Mans et le CHU de Caen. Ces deux projets donc, arrivent à terme. Donc d'ici la fin de l'année, normalement, on devrait passer en production sur les 2 établissements. Donc ces 2 bornes-là sont complètement intégrées à notre solution MGAM. Des web services ont été développés justement pour pouvoir communiquer en direct avec la borne, pouvoir orienter le patient et surtout confirmer son admission. Donc on va dématérialiser, on va dire, la prise d'accueil du patient au niveau des bornes avec un travail en amont, bien entendu, de la part d'un gestionnaire qui va valider ou pas un dossier du fait de ses critères d'éligibilité au niveau des données du programme Symfony, de ses prises en charge, de ses pièces justificatives, qu'elles soient toutes correctes. Là, le gestionnaire va identifier si le patient peut passer par la borne, être orienté directement par la borne dans le service de soins, ou retourner au niveau du bureau des entrées pour X raisons, simplement parce que le gestionnaire a besoin de le voir pour finaliser ou poser des questions diverses aux patients. Donc comme je l'ai indiqué, on a travaillé donc avec 2 établissements pilotes, mais aussi avec 2 fabricants de bornes différents. Donc c'est-à-dire que nos web services
peuvent s'intégrer avec tout un ensemble de prestataires de bornes. Donc on s'est assuré, quand on a débuté le projet il y a maintenant 2 ans, que nos web services pouvaient matcher avec différents fournisseurs de bornes pour éviter en fait à l'établissement d'imposer un matériel. Donc c'est-à-dire qu'on a travaillé avec Qmatic et la société ES2I, qui sont 2 gros prestataires, qui sont déjà bien implémentés dans l'ensemble des hôpitaux, dans le cadre de la gestion des files d'attente principalement. Je vais vous présenter un autre taux d'expérience un petit peu de la partie optimisation du parcours patient, et notamment donc, ce qu'on a fait dans le cadre du démarrage de la PHP, hein, parce que la gamme aujourd'hui est à la PHP. On a démarré le projet il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui, et voilà, on a à peu près une quinzaine de sites démarrés, hein, sur à peu près 37. Hein, et donc le reste des établissements de la PHP vont démarrer dans les 2 ans qui arrivent. Alors juste quelques chiffres pour illustrer un petit peu ce qu'est la PHP. C'est un peu plus de 10 millions d'identités, hein, 8 millions de venus et de dossiers par an, un budget de plusieurs milliards d'euros, 37 établissements et 20 000 lits. Donc ça donne un petit peu la dimension du site et du coup la mise en place nécessaire, on va dire, de la simplification du parcours administratif du patient, très clairement. De part, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est parti en fait dès le début du projet sur la cible des processus métiers de la chaîne AFR. Hein, donc ça veut dire en effet notamment préparer dès la préadmission ou dès la prise de rendez-vous le dossier administratif du patient pour simplifier la facturation, pour la fluidifier, etc. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est bien sûr transformer, assurer et accélérer la transformation numérique de la chaîne accueil, facturation, recouvrement, en proposant aux patients qu'ils soient acteurs. Hein, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est que le patient soit acteur de ses démarches administratives, voilà, en lui proposant en communiquant avec lui et en lui proposant des services numériques. Donc l'envoi de mails, de SMS, la prise de rendez-vous, enfin l'e-admission, le compléter de dossier sur le portail, etc. Voilà. Donc ça c'est les principaux points. Après donc par rapport à l'hôpital Necker, donc c'est un site que l'on a démarré au mois de février de cette année. Donc je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui. Donc le patient, lorsqu'il prend rendez-vous, donc c'est dans le logiciel rendez-vous, hein, ou en ligne. Donc il y a la création du rendez-vous en effet au niveau du DPI. S'envoie donc un flux SIU à gamme pour créer cette préadmission. Donc il initialise en fait le dossier dans la gamme, hein, via des flux SIU qui permettent justement de créer ce dossier dans la gamme. Alors, il y a le système de recopie d'EPEC, hein, automatique, où on va chercher le meilleur dossier, les meilleures prises en charge du patient. Et puis après, on a élaboré un traitement de complétude administrative qui passe sur les dossiers, qui regarde, qui vérifie la complétude des dossiers. Alors, les éléments aujourd'hui, je pense qu'ils ont été faits de manière assez simple. Hein, c'est d'abord sur les prises en charge. On n'a pas pris dans un premier temps l'identité, qui est un point qui est validé plutôt au niveau du DPI. Mais déjà au niveau des prises en charge. Donc s'assurer que les prises en charge sont dans le dossier. Alors, et en externe, en effet, d'avoir, si on a l'AMO et qu'elle prend en charge à 100%, on ne demande pas forcément l'AMC au patient, enfin la partie complémentaire au patient. Donc des éléments de complétude assez simples. Sachez qu'on a développé quand même tout le moteur OPP de complétude administrative qui est complètement paramétrable par établissement. C'est pour ça aussi que c'est important, c'est de dire que chaque établissement, chaque projet est différent et peut s'adapter en fait, et on peut s'adapter, gamme peut s'adapter à l'ensemble des éléments. Donc l'idée c'était de dire, donc la complétude est évaluée, on va dire à J-30, à 30 jours de la venue. Et donc si le dossier est incomplet à cette date-là, on notifie le patient, hein, avec plutôt par mail au niveau du J-30 et du J-15. Donc on refait le même traitement à J-15 pour lui dire « Attention, votre dossier n'est pas complet, veuillez aller sur le portail pour le compléter ». Donc là, le patient, alors dès le début, hein, mais il a accès à son formulaire de préadmission qu'il peut compléter, où il peut compléter les éléments d'identité et de prise en charge. Alors, je n'ai pas parlé de CDRI, mais ça fait aussi partie des contrôles et des traitements qui sont passés sur le dossier pour valider justement ces éléments.
Et donc après, l'idée c'était de dire qu'on refait un traitement de complétude, de vérification de la complétude à J-2, et à J-2, on notifie le patient sur son orientation. C'est-à-dire, voilà, on va lui dire ton dossier n'est pas complet, il faut aller le faire compléter au bureau des entrées, sinon vous pouvez aller directement dans le service. Voilà. Donc ça c'est plutôt une notification SMS qui est envoyée tous les jours à J-2 au patient. Donc là, lorsque le patient arrive, voilà, donc la confirmation se fait au niveau du DPI qui envoie la confirmation à la gamme, donc qui permet de gérer la venue. Et lorsque le patient sort, l'activité arrive et la facturation se fait en suivant. Alors, ce qui était intéressant, là, c'est en effet que aujourd'hui, on est à peu près à 3000 notifications qui sont envoyées par jour aux patients, qui a à peu près, ça c'est le chiffre clé, c'est 60% de dossiers qui sont complets à la venue. Lorsque le patient vient, 60% des dossiers sont complets. Donc ça permet clairement de désengorger le bureau des entrées et de mieux fluidifier le flux patient. Voilà. Donc c'est des diminutions de tâches OBE et c'est également, c'est le deuxième point clé du démarrage de la PHP, c'est d'automatiser en fait la chaîne de facturation. On a des outils aujourd'hui qui permettent de complètement, la nuit, lancer les traitements de facturation et gérer cette exploitation, et donc justement de fluidifier tous ces traitements de facturation. Ça va nous servir derrière, c'est très clairement notre stratégie globale au niveau de la facturation, c'est-à-dire d'automatiser le plus possible la facturation de manière globale. Et c'est déjà le cas avec CDRI, on va faire le CDRI par masse, par lot, il y a ROC qui va arriver, donc tout ça, fait partie de la digitalisation et de l'automatisation de la facturation. Bonjour, donc René passe à Elbeuf et a des problèmes de hanche, donc il va falloir qu'il soit opéré et qu'on lui implante une prothèse. Alors, pour ce faire, on a besoin de cette prothèse. Cette prothèse, elle doit être achetée ou pas, parce qu'en général, les dispositifs médicaux implantables, surtout s'ils sont stériles, ne sont pas achetés, sont fournis, sont prêtés par les laboratoires, qui les posent en dépôt. C'est une consigne que l'on met à la disposition des blocs opératoires, qui transitent par la pharmacie en toute rigueur, puisqu'il y a une réglementation qui impose, bien sûr, que le dispositif médical soit vu par le pharmacien et remis au bloc opératoire au titre d'un dépôt. Alors on commence à comprendre assez rapidement le problème qui va pouvoir se passer avec ces dispositifs médicaux implantables, c'est qu'ils sont prêtés, ça veut dire qu'ils ne sont pas achetés, et comme ils ne sont pas achetés, il va falloir les rendre. Alors j'en ai 20 en prêt, je vais en poser un, et puis il va falloir que je rende 19, ou bien j'en ai 20 en prêt, et ces 20, je vais les poser avec le temps. Et toute la question, on a répondu à cette configuration-là, cette problématique-là à Elbeuf et dans beaucoup d'autres établissements. On le fait avec Copilote, qui est donc une solution qui embarque, j'allais dire, tout le circuit du médicament et des dispositifs médicaux implantables, notamment dans les pharmacies hospitalières. Et dans ce contexte-là, un DMI, donc un dispositif médical implantable, est quelque chose qui doit être tracé à l'unité, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir, si j'en ai reçu 20, pour qui c'est destiné a priori ou pas, je ne sais pas encore à qui c'est destiné. On a besoin de connaître le patient, donc une interface bien sûr avec la gamme est nécessaire, de connaître l'indication, c'est-à-dire de savoir pourquoi cette prothèse de hanche elle est posée, ou cette prothèse, est-ce qu'elle est réparative ou est-ce qu'elle est uniquement esthétique. Donc quelle est l'indication, est-ce que ça a bien du sens, est-ce qu'on pourra bien effectivement se faire payer par la suite, suite à la pose. On est aussi avec un bloc opératoire qui va effectuer la pose avec des informations à nous fournir. Quel est le patient, quelle personne l'a posé, quelle est l'indication, quel est l'IBOD qui était là. Donc beaucoup d'informations qu'on doit collecter. Et tout ce circuit-là est pris en charge par Copilote avec des contraintes, donc on a vu, de dépôt, c'est-à-dire je n'achète pas, on me prête, et il faudra, une fois que j'ai posé, que je paye. Et puis une fois que j'ai posé et que j'ai payé, on m'en reprête à nouveau un pour un, on dirait. Donc toute la complexité et la subtilité, j'allais dire, de ces traçabilités sont de pouvoir avoir une vue en permanente sur un stock qui ne m'appartient pas, qui transite par chez moi et qui accessoirement coûte très cher.
Donc en gros, un circuit de dispositif médical, c'est avant tout une mise en dépôt, on me met à disposition. Alors les arsenaux peuvent être des volumes énormes sur lesquels on doit forcément avoir un œil, avec des grosses contraintes qui sont liées au fait que les laboratoires peuvent fournir directement le service sans passer par la pharmacie. Ça veut dire que le chirurgien est très pressé parce qu'il opère demain, donc le labo me dépanne, ça va très vite, sauf que j'ai rien vu passer. Puis après, je vais recevoir une facture et je ne sais pas de quoi on parle. Donc, l'exercice, et c'est la nécessité de suivre un circuit de mise à disposition du bloc, de bien suivre la trace de la pose, chose qui est réalisée par copilote ou un outil de bloc qui informe copilote que la pose a été faite. Et enfin, le renouvellement qui consiste à dire « j'ai posé, on enchaîne ». Réglementairement, ces dispositifs médicaux implantables, pendant longtemps, ont été codifiés de manière un petit peu, j'allais dire non pas empirique, mais pour vous donner une idée, il y a à peu près 16 000 médicaments qui sont autorisés sur le marché en France, qui ont l'AMM. Il y a environ 2,5 millions de dispositifs médicaux implantables, ce qui est infiniment plus complexe. Donc, la réglementation européenne, et nous y attachons, embarque ce qu'on appelle l'UID ou l'UDI, c'est un dispositif d'identification unique qui va être rendu obligatoire à partir du mois de mars 2020 et qui va beaucoup nous servir. On est prêt pour ça, Medicare est prêt à ce fonctionnement-là, à pouvoir intégrer cette codification qui est européenne, qui est en service depuis quelques années quand même aux États-Unis et qui maintenant arrive en Europe. Une fois opéré, on va également prendre des médicaments, parce que René, il est aussi souffre d'hypertension, on a besoin d'hypertenseurs. Ce sont des médicaments qu'on va réceptionner dans la pharmacie. Et ici, on voit que sur ce circuit-là, on résume assez rapidement ce qui va se passer dans l'histoire d'un médicament au niveau d'une pharmacie. J'ai un patient, j'ai un médecin qui va faire une prescription, qui va dire au pharmacien « Est-ce que tu me confirmes que j'ai bien le droit de prescrire ça ?» En général, il peut s'intéresser à l'avis du pharmacien ou pas. On va préparer ce médicament, on va le livrer au service. Une fois qu'il est remis au service, il sera administré par l'infirmière. Donc c'est un circuit assez simple, avec vu de loin, en tout cas, il est assez simple. Il y a un passage qui maintenant est obligatoire. On est obligé, depuis le mois de février 2019, de vérifier l'intégralité de toutes les boîtes de médicaments qui arrivent dans un hôpital. Alors, pour 90% des médicaments, on est obligé de les lire, c'est-à-dire d'avoir une petite douchette, une scannette, et de scanner toutes les boîtes. Donc si je reçois, comme c'est le cas de la PHP, 88 000 boîtes par jour, je suis censé lire les 88 000 boîtes tous les jours. On peut imaginer que c'est un petit peu compliqué. Néanmoins, c'est une obligation réglementaire qui est européenne. Les hôpitaux se sont mis plus ou moins en ordre de marche, les pharmacies de ville également. Ne se sont pas du tout mises en ordre de marche. Il n'y en a que 2 au mois de juillet qui étaient opérationnels sur les 27 000 qu'il y a en France. Donc il y a encore une petite marge de progression. Alors, côté Medicare, on a une solution qui s'appelle Serial Cop. Alors Cop comme copilote et Serial comme un numéro de série. On est interfacé avec des robots. On ne désespère pas d'avoir Robocop d'ici peu, pour l'anecdote. Donc Serial Cop, c'est l'outil qui va permettre de scanner toutes les boîtes et de les remonter à la base française et européenne et l'interroger pour savoir est-ce que j'ai droit à ce médicament. Aujourd'hui, on est connecté avec des robots, avec des bases de données j'allais dire interopérables, sur lesquelles on va pouvoir récupérer beaucoup d'informations. Et depuis très peu, c'est-à-dire depuis le 15 octobre de cette année, on a réussi à mettre en place le code consolidé à l'hôpital de Valenciennes. Donc on a réussi à faire un circuit complet qui évite de faire une lecture complète de toutes les boîtes. Donc à Valenciennes aujourd'hui, avec 2 laboratoires, on est en mesure de lire toutes les boîtes, une partie des boîtes en tout cas. On lit un carton, donc là c'est un extrait, c'est la première photo qu'on a prise de l'écran qui a été faite, où on voit qu'il y a un avis d'expédition qui est arrivé, et là cette fois-ci la pharmacie arrive enfin à lire un carton. Je récupère, je sais que j'ai 800 boîtes ou 80 boîtes dans ce carton, on me demande d'en lire 7 pour vérifier. Donc c'est une fonctionnalité qui est opérationnelle à l'hôpital de Valenciennes. Alors j'insiste un peu pour dire que c'est Valenciennes, c'est parce que c'est vraiment une vraie volonté de l'établissement que d'être adhérent à ce mode de fonctionnement. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires. Aujourd'hui, il y a 2 laboratoires, c'est en forte progression, qui sont en mesure de fournir ce type d'informations. Le gain est énorme. Aujourd'hui, on peut passer d'un rapport presque 1 à 100.
Donc ça vaut vraiment le coup. Et dernier message subliminal, il est urgent d'attendre que tout ça se mette en place pour pouvoir opérer correctement la sérialisation dans les établissements hospitaliers. Le patient sort et donc là commence le travail du DIM. Une de ses missions, c'est de s'assurer de l'exhaustivité du recueil et de sa conformité avec la prise en charge médicale. Donc pour un patient qui est hospitalisé pour une prothèse de hanche, un des enjeux, ça va être le fiche comp DMI, qui est facturé en sus du GHS, donc avec un impact direct sur les recettes de l'établissement. Et donc dans ce contexte, nous proposons une prestation de service, OptiFicheComp, dont l'objectif est d'optimiser la valorisation des molécules onéreuses et des DMI donc dans le FicheComp. Cette prestation, elle a lieu sur site. Le consultant travaille en collaboration avec le DIM et si possible avec la pharmacie pour ce sujet-là. Et donc l'objectif est de construire un process de contrôle qualité qui va être adapté à l'organisation de l'établissement et surtout qui s'appuie sur les fonctionnalités de coréactivité, donc qui va être complètement intégré au processus de production du PMSI au DIM. Concrètement, donc ça va être la définition de contrôle qualité qui pourront être ensuite automatisés la nuit, qui seront exécutés la nuit, historisés, donc qui pourront ensuite être exploités dans le cadre de la certification des comptes, et évidemment qui seront utilisés quotidiennement par la cellule DIM pour corriger les dossiers. Mais ce sont aussi des indicateurs, des statistiques qu'on peut organiser dans des consoles pour un suivi au fil de l'eau de certaines choses, comme par exemple là, la prothèse de hanche totale avec un nombre de DMI insuffisant. Donc ce simple indicateur, il va permettre de cibler à la fois les dossiers qui ont un acte de prothèse de hanche mais qui n'ont pas le DMI en face ou qui n'ont pas, parce que la prothèse de hanche en fait c'est 4 DMI et qui en ont moins de 4. Donc un travail sur la complétude. Donc depuis 2 ans, une cinquantaine de prestations de ce type ont été menées à bien avec des retours positifs des établissements, notamment au CH de Bergerac où le travail a été mené avec le docteur Rérel, qui est chef de service pharmacienne, responsable du suivi des MON, et donc qui a mis en avance un contrôle précis et fiable, une bibliothèque de contrôle qualité de statistiques qui permettent un contrôle rapide au fil de l'eau, et des référents à l'écoute, puisque c'est vraiment une prestation qui est personnalisée et qui s'adapte complètement à l'établissement. Donc on vous a raconté l'histoire de René là depuis pendant 3 quarts d'heure. Donc vous avez vu à chaque étape en fait il y a eu besoin en fait d'une action. Donc une gestion autour de la préadmission, le patient qui va travailler autour de sa prise de rendez-vous sur un portail, l'admission, l'orientation du patient, l'admission du patient, son hospitalisation, la gestion autour de la GEF des DMI. Après la facturation avec le fiche compte, le PMSI, mais aussi tout ce qu'il y a dans le cadre du programme Symphonie avec CDRI, ROC et Diapason. Et pour tout ça, il faut pouvoir le piloter en fait. Donc dans le cadre du programme Symphonie, il y a un cahier des charges qui est sorti l'année dernière qui s'appelle le module de pilotage de la chaîne accueil, facturation, recouvrement, donc le module AFR. Nous sommes engagés dans cette expérimentation avec le CHRU de Nancy, donc maintenant depuis le mois de juin de cette année. Nous avons loti ce module parce que le module d'accueil, facturation, recouvrement embarque des indicateurs traditionnels de pilotage qui sont à destination des gestionnaires, mais aussi des indicateurs qui sont plus stratégiques, donc à destination des décideurs, des managers, de la direction. Donc nous avons décidé de le lotir parce que actuellement les indicateurs traditionnels, nous les avons, il n'y a pas de problème. FIDES ACE, ça fait longtemps que ça existe aussi, donc ça c'est disponible. On est en train de finaliser le lot 1 avec le CHU de Nancy. Le lot 2 sera disponible au milieu de l'année 2020, tout simplement parce que ce lot 2 va embarquer les indicateurs des projets Diapason, ROC,
CDRI, qui sont actuellement en cours d'expérimentation. Donc quand l'expérimentation sera plus aboutie, on va finaliser en fait le MDA AFR pour que d'ici la fin de l'année 2020, vous ayez une solution de pilotage à forte valeur ajoutée, parce qu'on va embarquer également des indicateurs autour de l'optimisation de la facturation FIDES ACE, que l'on a déployé autour de nos campagnes de passage en production des établissements en FIDES ACE, mais aussi embarquer donc l'ensemble des indicateurs proposés donc, sur ce fameux cahier des charges dans le cadre du programme Symphonie. Donc avec ça, on aura en fait la boucle est bouclée et l'ensemble des acteurs de l'établissement vont également pouvoir piloter l'activité dans sa totalité. Donc l'ensemble des solutions sont développées dans le cadre d'expérimentation, donc toujours un retour terrain pour s'assurer que la solution proposée soit la plus efficace et efficiente possible dans votre activité de tous les jours. Et ce sont des solutions qui maintenant aboutissent, vu que vous avez vu que d'ici l'année prochaine, normalement, et sur le prochain atelier, on va parler plus précisément du programme Symphonie, vous aurez à disposition tous ces outils de digitalisation en fait, de la facturation autour de la prise en charge d'un patient. Donc on a vu la théorie. Nous, on va vous parler de la pratique. On va commencer par une belle histoire et après je passerai la parole à Thomas pour vous expliquer les éléments. Juste l'histoire, parce qu'on ne fait pas une fusion, parce qu'on s'est levé un matin et qu'on a décidé de faire une fusion en fait, donc ça c'est important. Donc surtout c'était une belle histoire en fait qui a commencé il y a très longtemps, rassurez-vous, je ne vais pas faire toute la genèse, qui a été mise en place dans le cadre des communautés hospitalières de territoire, puis on a mis en place une direction commune. Alors je vous fais grâce, tout ça, ça se passe jamais aussi bien que ça, il y a toujours d'envers du décor, etc. Mais en tout cas, c'est des éléments qui nous ont permis d'avancer et de pouvoir mettre en place ces éléments. Les GHT, et puis en 1er janvier 2019, donc c'était la mise en place de la fusion. Juste pour nous présenter un petit peu, donc nous, on s'occupe de psychiatrie et de neurosciences en fait. Donc on est universitaire et pour schématiser, en fait, on s'occupe à la fois des neurosciences, donc tout ce qui est lié aux neurosciences, et nous sommes les références sur Paris-Cité, anciennement P5. Donc nous avons 170 sites dans et autour de Paris, donc avec des difficultés par rapport à d'autres territoires. C'est pas forcément en kilomètres qu'on va compter, nous, mais c'est en temps et en durée de transport, puisqu'on a aussi du coup des inconvénients. Je pense notamment à tout ce qui a été l'organisation de la logistique et des contraintes qui ont dû être mises en place. Donc notre population desservie sur notre territoire, c'est un peu plus de 2 millions de personnes. Là, je vais aller assez vite, je pense que les diapos seront diffusés, mais c'est juste pour rappeler on est psychiatrie, c'est un des premiers postes de dépenses, 400 000 patients hospitalisés par an, d'accord. Donc un nombre important, un suicide toutes les 40 minutes et une tentative de suicide toutes les 4 minutes aujourd'hui en France. Et puis également sur la partie neurosciences, sur les AVC qui est la première cause de mortalité chez les femmes et troisième chez les hommes. Et puis la prise en charge de l'épilepsie qui est un élément important puisque nous avons 33 000 nouveaux cas par an. L'idée en fait du GHU, c'était de regrouper les établissements de Sainte-Anne, Maison-Blanche et Perret-Vaucluse et de permettre à l'ensemble de la population du territoire et à l'extérieur du territoire d'accéder à une palette de traitements diversifiés. Il n'y a pas que les médicaments, même si c'est une partie importante. Et c'était d'assurer un niveau de gradation des soins 1, 2, 3 avec nos services universitaires et notamment pour le développement de la recherche. Donc nous on accueille, donc ça c'est des chiffres un peu anciens, maintenant on est à 79 000 patients par an et un peu moins de 10 000 patients qui ont moins de 20 ans, notamment dans le cadre de la prise en charge des enfants et des adolescents dans des contraintes particulières. Et l'ambulatoire, en fait, vous voyez sur les chiffres, on était à plus de 90% d'ambulatoires déjà mis en œuvre dans le cadre de nos prises en charge. Un peu plus de 1300 lits et 420 places, donc juste on est organisé avec une partie Paris Sud, en gros sud de la Seine, nord de la Seine, et je suis également aussi le directeur de la partie du nord de Paris, et puis des sites
extra-parisiens, donc sur Perret-Vaucluse en Essonne et puis Neuilly-sur-Marne, qui sont des villes à côté de Paris, où nous avons notamment nos activités plutôt longue durée et médico-sociales. L'idée est d'avoir l'ensemble de la chaîne de prise en charge. Je vais aller assez vite sur le nombre de capacités. Donc sur l'activité, il y a un pôle d'excellence en neurosciences universitaires dédié à tout ce qui est système nerveux central et la prise en charge de, on a augmenté les chiffres, mais plus de 1200 urgences AVC par an. Donc le budget consolidé, on est environ légèrement en dessous les 500 millions d'euros. Et par contre, une chose importante, c'est que ça nous a permis aussi de construire le GHU une nouvelle capacité d'investissement. Donc ça, c'est important, parce qu'on parle d'outils juste avant, et je suppose qu'il faut payer. Non? Un peu? D'accord. Donc aussi, l'idée de ça, c'était de permettre de dégager un angle global du financement, d'avoir aussi des investissements liés à nos enjeux de territoire, puisque avant, je résume toujours, l'hôpital proposait une sorte de catalogue de services, chacun dans son coin, avec nos systèmes d'information bien fermés. Et aujourd'hui, on s'occupe d'une réponse à un besoin populationnel. Et en plus, on parle ensemble. Donc ça, c'est génial. Et l'outil pour ça, un des outils, parce que c'est pas le seul, c'est le système d'information. Mais c'est avant tout, et j'insisterai parce qu'on parle beaucoup de télémédecine, de téléconsultation. Nous, on l'utilise beaucoup, on l'a beaucoup déployé depuis les années 2000. Mais je pense que s'il ne faut pas oublier aussi, c'est des rapports d'hommes et de femmes, de personnes dans les dossiers. Et je pense que c'est quelque chose, vous allez voir, pour la fusion, nous, on a beaucoup insisté sur la mise en place de la gouvernance et de la préparation de tout ça. Bon, les effectifs, un peu moins de 6000 personnes. Et puis également, la constitution du GHU nous a permis de réaliser un réel écosystème de recherche. Donc je ne vais pas vous le détailler, mais c'était la mise en place en fait des outils nécessaires pour favoriser et développer la recherche. Alors pourquoi je parle de recherche ici ? Parce que la recherche, ok, il y a la recherche, mais c'est surtout amener l'ensemble des collègues et moi-même et l'ensemble de la communauté à pouvoir réfléchir ce que vont être les nouvelles pratiques de prise en charge. Moi, je ne sais pas ce que va être la prise en charge d'un patient en 2040 ou 2050. Mais par contre, peut-être que collectivement, on peut avoir des idées et du coup, on veut mettre en place des outils, un plateau qui va permettre de favoriser la recherche à la fois dans les services universitaires, mais aussi les services non universitaires, puisque vous avez vu que compte tenu des admissions, nous avons un grand nombre de cohortes potentielles et du coup, ça va être d'identifier ces éléments. Et puis également, pour parler, ça a été évoqué ce matin, tout ce qui est data management de données, des données de santé aujourd'hui. On a beaucoup de données au sein de nos établissements qui ne sont pas suffisamment valorisées ou structurées ou organisées. Bon, ça c'est mon dada, donc je vais être super court parce que c'est l'innovation. Je pense qu'alors l'innovation au sens anglo-saxon, je suis toujours méfiant de l'innovation au sens français, qui n'est pas de l'innovation, qui est juste de dire on prend un truc ailleurs qui marche déjà et on le met à l'hôpital parce que c'est nouveau, donc c'est innovant. Je ne sais pas si on fait ça chez vous. Moi, je le fais parfois en réunion. Mais du coup, c'est réellement travailler ensemble. Et l'innovation, ce n'est pas que de la technologie, c'est l'innovation des organisations, des modes de management, de nos modes de management avec les équipes. On était dans des organisations très tayloriennes historiquement, enfin, sauf si vous me dites le contraire. Et du coup, on est en train de modifier un peu ces modèles d'organisation qui, en général, c'est toujours assez long. On dit que c'est une génération de managers, mais c'est vraiment des éléments. Et nous, on travaille beaucoup avec des concepts sur le design de service, donc l'expérience utilisateur. Tout à l'heure, on parlait des préadmissions, de l'admission en ligne, du lien avec le patient, avec des outils informatisés. Mais si René, il n'a pas de smartphone, il n'a pas Internet, comment on va faire pour qu'il ait quand même les informations ? Ou s'il ne sait pas s'en servir, est-ce qu'on va l'aider pendant son séjour à savoir utiliser ces outils, etc. Donc nous, on travaille beaucoup sur ça parce que c'est important, y compris pour nos populations en psychiatrie qui utilisent ces outils. Donc ça, c'est vraiment important. Et nous, on a développé à la fois, on est en train de déployer une pépinière d'entreprise intégrée au sein du GHU et des cellules d'innovation, du LABA. Et tout ça, en fait, c'est pas des espèces de post-it mis sur un PowerPoint. C'est réellement l'objectif d'infuser cette culture et de travailler ensemble. Alors nous, on a une grande chance dans cette belle histoire qu'est la fusion. C'est qu'à la fois, c'est super dur, enfin, je ne vais pas vous dire, c'est compliqué, c'est stressant, on ne connaît pas tout par avance, etc. Mais il y a eu un enjeu majeur et c'est la qualité des équipes qui ont travaillé. Et quand je dis des équipes, c'est tous les professionnels de l'établissement qui se sont investis dans ça. Et ça permet d'avoir des objectifs
clair, partagé et homogène. Donc ça, c'est vraiment des outils fédérateurs. Donc l'idée, nous, c'est comme pour tout le monde, on est des hôpitaux publics, donc on suit la réglementation et les textes. Et en gros, on a commencé à travailler, ce sera la diapo d'après, pour le 1er janvier 2019. On a fin d'année, novembre-décembre, on a préparé les instances parce que la loi nous le permet. Et pendant ce temps-là, il a fallu faire une chose, ça a déjà été évoqué, on a parlé des référentiels tout à l'heure, etc. D'harmoniser tout ça, d'harmoniser tous les processus. Donc travailler beaucoup avec les équipes. Le dialogue social, c'est majeur, aller dans les sites, expliquer aux équipes soignantes, administratives, techniques, comment ça va se passer, comment on va travailler ensemble pour réussir ensemble ce challenge. Donc nous, on a été constitués, c'est joli, mais surtout, en fait, il fallait qu'on ait une méthodologie très structurée. Vous allez vite comprendre pourquoi, je crois que c'est à la diapo d'après. Donc on a fait nos organisations, bien sûr, le comité stratégique du GHT, avec élaborer cette stratégie et la mise en œuvre à la fois stratégique et politique, on va être clair, hein. Tout ce qui est information, échange, groupe de travail, cellules médico-administratives qu'on avait créées pour cela. Donc c'est important de bien expliquer et qu'il y ait du sens à ça, à quoi ça sert, pourquoi. C'est pour ça que j'ai commencé par ces éléments-là. Et surtout que tout le monde, il n'y a rien de pire que de laisser des équipes ou des sites entiers ou des futurs ex-hôpitaux, puisque c'était ça, avec leur culture, leur histoire, leur travail, leur processus qui était très bien, puisqu'ils prenaient en charge des patients tous les jours, et comment on allait transformer et passer ça pour constituer réellement le GHU. Donc pour être honnête, c'est encore un travail qu'on est en train de faire. Je pense qu'il nous faudra encore 6 à 8 mois pour ce que les entreprises Mencare pourront en parler, parce que je crois qu'il y a beaucoup de rachats qui ont eu lieu. C'est comment on va amener une culture d'entreprise, une nouvelle culture d'entreprise unique, commune et partagée. Et ça, je pense que ce n'est pas un débat public-privé, c'est le même débat dans toutes les entreprises et dans nos institutions. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient avant, parce qu'il était plus petit ou plus gros, c'est pas bien, ou parce qu'il est plus gros qu'il avale le petit. C'est comment on va créer cette nouvelle culture ensemble. Et ça, on est vraiment dans des outils, pour revenir aux outils d'innovation, dans la co-création, le co-management, et comment on va élaborer ensemble ces nouveaux processus. Et puis, bien sûr, alors des organisations un peu militaires, mais je ne sais pas si les collègues de Mencare pourront en parler, avec des réunions assez cadrées, ou des collègues, je vois, du GHU qui ont beaucoup participé, qui sont au 3e rang, juste là, avec nous, et qui continuent, hein. Du coup, c'est vraiment important d'avoir ces réunions, éviter la réunionnite historique qu'on a dans nos établissements, des réunions de 4 heures pour dire bonjour et ressortir en se disant on se fait notre réunion, donc avec des ordres du jour, tout le monde travaille en amont. Donc ça a impliqué une nouvelle dynamique, un changement de modèle aussi de nos process internes sur l'organisation des réunions et des processus. L'idée, c'est que c'est tout le monde qui est concerné par ça, et Thomas, il va revenir, mais en fait, tout le monde est concerné. Ce changement, en fait, tous les acteurs, tout à l'heure, vous avez évoqué la pharmacie sur l'organisation, ça a rencontré il n'y a pas très longtemps, justement, dans nos réflexions. C'est pareil, on avait 7 PUI, donc comment on s'organise, etc. Donc, tous les 15 jours, en CODIR, mais aussi des groupes de travail. Là, ce n'est pas une histoire de la direction, c'est une histoire avec la communauté médicale et le comité paramédical pour aller. Et un enjeu majeur qui est la communication et organiser, planifier. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une culture du Sud. C'est quand je me dis je le fais aujourd'hui, ça peut être demain ou après-demain. Sauf que dans les plannings et dans les process qu'on met en place, si on le fait demain ou après-demain, ça veut dire que tout le reste qui est derrière ne marchera plus ou ne marchera pas. Donc l'objectif, nous, quand on a basculé dans la nuit du 31 au 1er janvier, l'objectif, c'est qu'on puisse réouvrir pour les blocs, par exemple, l'approvisionnement, les commandes, qu'on évite de passer en solution dégradée plus. Donc l'idée, c'était réellement d'organiser et de faire tous ces éléments et ces simulations à blanc. Donc la préparation, en fait, a été assez longue. Non, c'est pas vrai. En fait, on a commencé en mai à préparer toute notre fusion. Et la date était claire, c'était la nuit du 1er janvier.
Donc pour être transparent, on avait prévu d'ouvrir à 4 h du matin, je crois, c'est ça, hein, nos systèmes. On les a ouverts à midi 16 h. Donc on a un petit peu dérapé. Donc tout ça, nous, ce qu'on avait sous-estimé, c'était les effets de bord, notamment sur la diffusion des chaînes d'information et d'identité sur l'ensemble du système dans tous nos sites. Ça a été plus long que prévu. Et donc ça, on avait sous-estimé. Donc on avait fait des tests à blanc, des bacs à sable, etc. Et en fait, quand on le fait même en pseudo-vrai avec nos serveurs, etc. pour faire les tests, c'était beaucoup plus rapide que ce qu'on en a eu en réalité. Donc on a eu un petit peu peur, un petit peu transpiré, mais ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé et on continue à travailler dessus. Ensuite, un petit volet qui a été sympa aussi, c'est tout ce qui est autorisation. Vous avez parlé de la réforme des PUI, en fait. Mais nous, on l'a fait avant, donc on ne l'avait pas. Donc il a fallu les inspections avec la pharmacie, c'est très bien passé, mais un dialogue constant avec l'ARS, en fait. Ça, c'est majeur, on ne peut pas partir sans la volonté avec l'ARS. Donc des réunions périodiques aux directions départementales, au DD, et avec l'ARS. Donc toutes les autorisations à revoir. En plus, nous, on a fait un truc, c'est une fusion-création. C'est-à-dire qu'on a vraiment fermé les 3 anciens établissements et on a ouvert un nouvel établissement. Donc, ce qui complexifie, si vous avez l'occasion ou la chance de faire une belle aventure comme ça, si vous pouvez faire plutôt de l'absorption, je fais attention à la diffusion quand même, du coup c'est beaucoup plus simple en termes de système d'information, notamment pour tout ce qui va être facturation des journées ou des séjours 2018, puisqu'on est en 2019, ce qui est des éléments sur lesquels qui nous prend beaucoup d'énergie en ce moment. Donc l'idée, voilà, le projet est partagé. Nous, on a mis en place le système d'information unique. Donc l'idée, vous avez compris, c'était le 1er janvier, donc à 16 h, tout le monde avait le nouveau système d'information. Ce qu'on avait fait en vrai, c'est qu'on avait gardé les raccourcis des anciennes bases au cas où, parce que moi, je suis directeur d'hôpital, je ne suis pas informaticien, mais j'ai appris beaucoup avec mes équipes. Je sais juste que ce n'est pas une science exacte, l'informatique, et qu'on peut faire 40 fois la répétition et tout se passe bien, et le jour J, ça se passe pas bien. Et donc, pour assurer le fonctionnement et avoir les dossiers patients et l'historique du patient, on avait gardé nos anciennes bases en activité, qui étaient accessibles uniquement en lecture, par contre, et on a démarré sur les nouveaux systèmes. L'organisation polaire, donc ça c'est l'organisation interne, vous connaissez par cœur, mais il y a toute cette gouvernance aussi qui est à réfléchir, à revoir, à conceptualiser. Et puis la politique achat unique, mais ça vous l'avez évoqué dans un premier élément. Donc tout pareil, référentiel unique, revoir tous les codes produits. Donc je sais pas vous, mais nous les 3 GEF qu'on avait, je sais pas, il y avait des trucs, j'étais directeur des achats pendant un moment, on a toujours le produit à ne pas utiliser. Je sais pas si vous l'avez aussi dans vos établissements. Donc il faut épurer tout ça, nettoyer. Donc c'est les choses qui nous ennuient bien, mais qui sont indispensables. Donc ça, c'est tout le travail préparatoire. Tous les marchés aussi. L'objectif, c'était réellement qu'on puisse être opérationnel et pouvoir commander. Nos éléments de base aussi étaient pour la journée du 1er janvier, notre priorité absolue, c'était assurer la prise en charge du patient, la continuité de la prise en charge en sécurité du patient. Donc ça, c'était un peu notre slogan pour tout au long du projet et garantir la sécurité de la prise en charge. Puisqu'en vrai, pour le patient, à minuit moins 5, il est dans une chambre. Minuit 1, il est toujours dans la même chambre, c'est juste qu'il n'est plus dans le même établissement. Mais pour lui, ça ne doit rien changer. Donc, des choses toutes bêtes, mais anticiper les commandes de repas, faire des stocks au cas où, etc. Pour les commandes de pharmacie, anticiper aussi des stocks, puisqu'il y a une période, on a dû clôturer plutôt nos exercices des 3 établissements. Donc, je suppose que vous êtes toutes et tous avec les CAC, donc c'est un exercice sympathique d'anticiper les clôtures, valider les process avec les différents CAC, etc. Et puis, rouvrir le nouvel exercice. Donc moi je vais vous présenter ce qu'on a fait vraiment pratiquement avec les équipes de Maincare. Donc on avait 3 gammes, 3 bases patients, 3 structures différentes, 3 architectures serveurs, 3 EAI, et l'objectif c'était de faire un seul GHU, 3 gestions de budget, 3 gestions des commandes, les gestions des utilisateurs, et tout ça au 1er janvier on fusionnait, donc c'est une fusion création
ce qui a impliqué de fermer tous les séjours pour les rouvrir sur des nouveaux séjours dans la nouvelle entité juridique. Donc pour faire ça, est-ce que fusionner GAM et GEF était nécessaire? C'est une question qu'on s'est posée, hein, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas mettre le finesse juridique sur les 3 bases et faire comme ça? Mais en fait non, puisque juridiquement, un seul établissement juridique, ça veut dire une seule structure, un seul budget. Donc là, la GEF, au moins son cas est réglé. L'organisation, un seul logiciel avec toutes les informations. Ça, c'était indispensable. Perturber au minimum le travail des agents et surtout des soignants, puisque la priorité absolue, c'était qu'on puisse prendre en charge les patients et qu'on continue à prendre en charge ceux qui étaient déjà chez nous. Avoir toujours accès à l'historique des établissements, revue des rôles des agents. Donc ça, on en a profité hein, pour rebalayer le rôle des agents aussi bien dans la gamme que dans la GEF. Pour le patient, un seul IPP pour assurer la continuité, nécessité de la fusion des DPI Psy, parce qu'on n'a pas fusionné que GAM-GEF, hein. En fait on a fusionné aussi le logiciel de RH et aussi le DPI, parce qu'on se dit que c'était pas assez GAM et GEF. Et ensuite pour les partenaires aussi, donc les transmissions vers le Trésor public, donc le Trésor public ne connaît plus qu'une seule entité juridique, et comme ils veulent que tout se suive, les numéros de titres et ainsi de suite, on était obligé d'avoir d'un seul compteur, donc une seule GAM, une seule GEF. Et pareil pour la CPAM, et un seul finesse signifie un seul client pour les fournisseurs, dont Mencare. Et donc on était vraiment obligé de tout fusionner, GAM et GEF. La question ne s'est pas posée très longtemps, hein. On est vite arrivé à cette conclusion. Au niveau des grandes étapes, trouver et choisir un partenaire, parce que, alors effectivement, on avait les 3 GAM et les 3 GEF Mencare, mais on se dit, est-ce que la fusion, c'est pas l'occasion de changer? Et du coup, on a interrogé ceux qui étaient concurrents de Mencare, et finalement, de par les plans d'action et le retour de Mencare sur leur aide et leur investissement sur le projet, on a choisi de conserver Mencare, et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a fait le bon choix. Juste un petit focus là-dessus. C'était vraiment un partenariat, c'est-à-dire que y a effectivement la relation client-fournisseur entre nous et Mencare, mais Mencare a mis en place des équipes, des structures, des organisations qui vraiment, c'était en mode projet et en mode collaboration, et on l'a bien vu le 1er janvier, hein, puisque on n'était pas que nous sur le pont, Mencare était aussi là et a répondu vraiment tout de suite et de façon très efficace sur nos problématiques qu'on a rencontrées au 1er janvier. Donc une coordination indispensable entre les ateliers de tous les acteurs. Ça aussi, Mencare a joué un rôle important. C'est qu'il y avait des ateliers focus, atelier GAM, atelier GEF, atelier ci, atelier ça. Et Mencare a su coordonner, et ce qui était dit dans un atelier était reporté dans l'autre. Et ça, c'était vraiment très important pour la cohésion de la fusion. Et réaliser les tâches fonctionnelles et techniques dans les temps, et démarrer la gamme GEF GHU au 1er janvier. Donc il faut savoir que la RS dit au 1er janvier, c'est au 1er janvier. On n'a pas le choix, hein, on ne peut pas dire le 2 ou le 31, non, c'est au 1er janvier à minuit 1, vous êtes GHU et les autres établissements disparaissent juridiquement. Le bilan à 9 mois, parce qu'effectivement on aurait dû mettre à 11. Aujourd'hui on avait 4 domaines. Le domaine médical avec Cortex, donc c'est le dossier patient qu'on a fusionné. L'architecture technique, donc je vous passe les détails, mais 3 établissements, ils ont tous fait le bon choix de l'architecture technique, hein, ils avaient tous fait le meilleur choix de l'architecture. Cependant, on a dû tout regrouper sur une seule architecture technique et faire un choix. Et là aussi, Mencare nous a aidés. Le domaine administratif, donc la qualité, on a aussi fusionné le bureau de la loi, parce que une entité juridique, un seul bureau de la loi. Je vous rappelle qu'en psychiatrie, il y a des certificats d'hospitalisation sous contrainte, qui n'est pas forcément le cas en MCO, et ce qui implique de gérer une fusion du bureau de la loi, ce qui est assez compliqué. Mais là encore, les équipes ont travaillé pour ça. Je rappelle que le délai était court quand même, hein. On a tout préparé en presque 6-7 mois, puisque la décision a été prise début 2018 pour fusionner au 1er janvier. Et tout le monde s'y est mis vraiment à pied d'œuvre. Le domaine de la recherche, qui est principalement sur la partie neurosciences, qui a été peu impacté, mais on tient à le rappeler ici. Ça, c'est la partie domaine patient avec toutes les interactions. Je ne vais pas vous faire le détail, mais effectivement, ce que disait M. Pierrefitte, c'est qu'on a mal mesuré les effets de bord sur les autres applications que GAM, GEF, DPI. Et c'est ce qui nous a causé quelques petits soucis sur la réouverture des séjours dans la nuit du 31 au 1er. Mais au final, on s'en est bien sorti. Enfin, de rendre le service à 16 h plutôt que 4 h, effectivement, il y a 12 heures de retard.
mais on l'a quand même rendu et c'était assez efficace puisqu'on n'a pas eu vraiment de gros soucis. Domaine administratif, voilà, le domaine de la recherche, ça je vous passe ça, mais de toute façon vous aurez les diapos. Ça, c'était la partie technique où effectivement 3 établissements, ils avaient tous choisi le meilleur réseau, hein, forcément. Pour autant, quand on fait un GHU, on doit unifier les réseaux et ça c'est assez compliqué, surtout quand on a 170 structures, dont 70 sites géographiques différents. Ça se fait, hein. Après on a des partenaires, bon, effectivement on ne prend pas le réseau local, on prend forcément des gros partenaires réseau pour unifier les réseaux et que tout le monde au 1er janvier ait accès à la base gamme GHU et à la base GEF GHU. Donc on a fait aussi des choix techniques et technologiques pour déployer les raccourcis. Donc on n'est pas à passer sur les 70 sites, mais qu'on ait des outils où finalement on presse un bouton et tous les raccourcis sont déployés dans les 30 minutes. Donc on a eu une grosse partie architecture à mettre en place. Premier objectif, donc prise en charge du patient au 1er janvier, ce qui a été le cas. Tous les utilisateurs avaient accès à leurs outils avec leur code utilisateur qui fonctionnait, ce qui a été le cas. Des interfaces opérationnelles, alors ça a été le cas, ça n'a pas été simple mais ça a été le cas. Et une structure opérationnelle, quand je dis structure, c'est toutes les UF, toute la problématique des UF, des pôles et ainsi de suite, où ça on avait bien travaillé en amont. La facturation, parce que même si on a des difficultés, il faut quand même facturer. Et je tiens à saluer le travail des équipes de gamme qui sont présentes là dans la salle sur leur implication et vraiment leur charge de travail qui continue aujourd'hui, mais sur cette partie facturation et sur les ateliers, parce qu'aujourd'hui, sans eux, on ne s'en serait pas sorti, on n'en serait pas à ce point-là. Donc, je tiens à les saluer tout particulièrement. Communiquer avec les partenaires publics, donc ça c'est la Sécu, le Trésor public. On a également fusionné les RH et en même temps il fallait mettre en place le prélèvement à la source. Donc un des gros enjeux aussi était assurer une paye pour l'ensemble de nos agents en janvier 2019, parce que sinon ça n'est pas très chic et pas sympa. Et mettre en place le prélèvement à la source aussi en même temps. Parce que sinon c'était pas rigolo. Voilà, pardon. Donc ouais, sur la partie RH, par contre, on avait une solution Maincare et on est passé sur une autre solution. On n'a pas choisi Maincare et effectivement, il y avait ce petit souci de prélèvement à la source qui était assez sympathique à gérer. Au jour d'aujourd'hui, on continue sur les projets qu'on avait choisis en 2020. Le gros souci qu'on a, qui est aujourd'hui en cours de résolution, mais sur lequel il fait beaucoup transpirer, c'est la facturation des reliquats de 2018 sur les sites de Maison Blanche et de Péré-Vaucluse, puisqu'on facture à mois+1. Et comme la clôture de 2018 nous a été imposée au 5 décembre, on n'a donc pas pu facturer les dossiers de Maison Blanche et de Péré-Vaucluse. Et aujourd'hui, on est toujours dessus. C'est compliqué. Maincare nous aide beaucoup. Là encore, les cellules facturation sont à pied d'œuvre et mettent toute leur énergie pour que ça se passe bien. Ça représente juste 2000 séjours, hein. C'est pas une petite somme. Et au jour d'aujourd'hui, on devait finir ça au mois de juin. On se rend compte que c'est compliqué, mais on y est toujours dessus. C'est à peu près le seul problème qui nous reste sur la partie fusion aujourd'hui. Mais sinon, c'était franchement un succès. Tous les agents ont pu prendre en charge leurs patients sans vraiment de grosses difficultés, même au niveau de DPI. En fait, on a fusionné le DPI, mais au 1er janvier, ils avaient tous accès à leur DPI avec leurs patients, sachant qu'on a dû fermer et réouvrir des séjours, ce qui les a perturbés un peu, mais au global, on s'en est plutôt bien sorti. Tu l'as souligné, mais ce qui était important, c'est que les équipes Maincare pourraient témoigner. Je pense qu'elles se sentaient dans nos bureaux comme dans leurs bureaux. Je pensais, donc il y avait des... Non, mais c'est important pour les collègues du projet en fait, qui viennent, qu'ils aient réellement un endroit où s'installer, qu'ils aient une connexion internet, qu'ils puissent bosser correctement, qu'ils aient les outils, qu'ils aient droit au café. Enfin, vous en buvez beaucoup quand même. Non, je vous taquine. Non, mais c'est important. Si jamais l'idée c'était réellement, et nous on essaye de travailler beaucoup comme ça, on constitue une équipe projet après. Que sur la fiche de paye, on ait des logos différents, c'est pas le débat. C'est à partir du moment où on a validé les éléments et on essaye de travailler comme ça, nous aussi, avec les équipes. Je crois que c'est fini d'être chacun dans son coin et c'est faire en sorte qu'on ait des espaces identifiés. Alors, à l'hôpital, les espaces, c'est pas des bureaux de 40 mètres carrés, hein, mais c'est qu'on ait des endroits où on peut se retrouver
retrouver, on est bien pour travailler et on puisse travailler ensemble pour le projet. Et peu importe qu'elle soit cette relation peut-être historique ou j'allais dire préhistorique, client-fournisseur peut-être est en train d'être revue, je pense, avec les générations en tout cas. Mais en tout cas, l'objectif était partagé en fait. Et c'était réellement un travail collaboratif avec nos équipes en interne, mais aussi les équipes de Maincare sur le suivi. Et on avait le même objectif, c'est que ça marche, quoi. Pour l'AP, lorsque vous avez mis en place vos préadmissions et la complétude de vos dossiers, qu'en est-il des patients où la préadmission a été créée et dont le patient n'est pas venu ? Ouais, alors ça fait partie, en effet, il y a à peu près 10-15% en effet de rendez-vous qui ne sont pas honorés. Hein, donc après, il y a un système, en effet, de purge des dossiers non confirmés. Non, automatique. J'ai vu que la prise en charge avec un S, alors ça veut dire prise en charge au pluriel, je pense, PECS. On ne demandait pas forcément l'assurance maladie complémentaire. Ça veut dire qu'on a une information sur l'acte qui va être réalisé. Le bureau des entrées un niveau de renseignement. Ouais, alors c'est plutôt sur la partie, en effet, quand vous dites l'activité qui arrive, elle arrive après et elle est... voilà, mais on considérait en effet que le dossier, le cas où le prise en charge a une ALD, parce que c'est ça dont vous parlez, a une ALD, mais que l'activité est en dehors, est marginale. Voilà. Hein. Donc on considère qu'à partir du moment où en effet le patient en externe a une ALD, en fait, voilà, il est pris à 100% et du coup, on ne lui demande pas forcément son régime complémentaire, sa mutuelle. J'avais également une question, mais pour les DM implantables, mais alors c'est hors liste, mais aussi INGHS qui m'intéresse. Donc, est-ce que vous avez envisagé de les suivre également ? Oui. Parce que de plus en plus, ça va nous être demandé, en particulier, je crois, l'année prochaine, pour certains DM. Tout à fait, il n'y a pas de restriction sur le sujet. Et je n'ai pas vu tellement la place de la pharmacie, là. Vous avez été discret, ça arrive sur le bloc opératoire, mais la pharmacie, autant c'est représenté sur le médicament, mais sur le DM. La pharmacie a un rôle d'achat, de réapprovisionnement principalement, et de collecte de l'information de traçabilité, sachant que réglementairement, la pharmacie a juste l'obligation de savoir quel lot a été délivré. Quel lot a été mis à disposition. Les informations toutes, j'allais dire, personnelles sur l'identité patient rattachée n'est pas en toute rigueur du ressort de la pharmacie, d'un point de vue réglementaire en tout cas. Moi j'avais une lecture différente des textes, surtout avec ceux qui vont arriver en mars 2020, parce qu'on a toujours une difficulté pour savoir qui va constituer les fichiers, les fameux fichiers qu'on intègre dans le PMSI, et c'est bien de savoir à qui on a affaire. Alors pour le moment, actuellement, nous, dans Copilote, c'est la pharmacie qui est en mesure de produire le fiche comp, donc de fournir le fiche comp DMI, dans la mesure où c'est elle qui a l'information de toutes les pauses réalisées. Donc c'est bien un circuit pharmacie, vous avez raison. Oui, parce qu'on a souvent un double circuit avec les achats et un défaut de traçabilité à ce moment-là. C'est sur la fusion, lorsque vous avez changé d'entité juridique, donc là vous pouvez encore facturer sur l'ancienne entité juridique ou réaliser du contentieux. Vous ne pouvez plus réaliser du contentieux ? Alors, je vais peut-être laisser la parole aux admissions, mais on ne peut pas facturer sur l'ancienne entité juridique qui a disparu. Aussi bien au niveau de l'INSEE qu'au niveau du Trésor public, qu'au niveau de tout ce que vous voulez. Donc on est obligé de facturer sur la nouvelle entité juridique et de gérer le contentieux sur la nouvelle entité juridique. Vous êtes effectivement obligé de facturer sur le finesse juridique du nouvel établissement, y compris pour le contentieux des anciens dossiers des 3 établissements antérieurs. En revanche, vous le traitez sur le finesse géographique et les finesses géographiques n'évoluent pas. Après, ce qui est compliqué, c'est que dans le process de fusion, la question de savoir quels sont les IEP qui sont ou pas repris des anciennes bases et quelle est la profondeur de la reprise, mouvement, débiteur et autres, est extrêmement technique et difficile à traiter. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, il me reste juste à vous remercier pour votre présence. Merci à tous.